Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis donc Émilie Hanel, je suis directrice de la communication à l'Arcea. Et Guillaume avait besoin d'animateurs ou animatrices. Donc, je me suis portée volontaire pour cet atelier ou cette table ronde. Donc, un petit propos introductif. Dans notre secteur, on a coutume de parler de chez soi lorsqu'une personne habite dans son propre domicile. Et cela, souvent en opposition au fait d'être hébergé en établissement. La logique inclusive sous-tend souvent que vivre chez soi, c'est pouvoir vivre dans son propre appartement ou sa maison au sein de la cité. L'Arcea, bien en amont des orientations des politiques publiques actuelles, a développé une offre d'hébergement diversifiée, inscrite dans les territoires, dans une logique d'inclusion et en faveur de l'autonomie des personnes adultes en situation de handicap, des enfants en IME ou en MEX, ou encore des personnes étrangères demandeuses d'asile. L'objet de cette table ronde sera d'identifier les déterminants de la notion du chez-soi, de la manière de vivre chez soi, en foyer collectif ou en individuel. D'échanger aussi sur les conséquences en matière de posture d'intervention, de pratiques professionnelles, d'autodétermination et de soutien des droits des personnes accompagnées. On démarre donc en accueillant nos collègues de la MEX de Miremont du pôle social. Bravo d'être là, merci. Et je crois... On vous donne la parole. Qu'on vous donne Pascal, la parole. Je vous laisse, vous avez participé à toute la préparation, et donc je vous laisse la parole. Vivre dans une MEX, c'est aussi apprendre à habiter pour maintenant et pour plus tard. C'est ça que moi, vous m'avez appris là. Oui, absolument. Bonjour à tous, merci. Pascal Pello, je suis responsable d'unité à la maison d'enfants de Miremont. Je vous présente mes collègues, monsieur Cabanac, Rémi, moniteur éducateur. Bonjour à tous. Et monsieur Magnier, psychologue à la maison d'enfants. Bonjour. Voilà. Je vais vous présenter rapidement l'établissement. La maison d'enfants Saint-Joseph de Miremont fait partie du pôle social de l'Arcea. Nous accueillons 46 enfants âgés de 3 à 21 ans. Vous voyez la maison d'enfants là à l'écran. Les enfants sont accueillis sur 4 unités, 3 unités à la maison d'enfants de Miremont et une unité à Muret, la villa de Muret. Nous accueillons 10 petits âgés de 3 à 10 ans. Nous avons des éducateurs spécialisés, des OJE que je salue aujourd'hui, qui sont dans la salle. Un autre groupe, les préadolescents, 10-15, et les adolescents, 15-18 ans. Et la villa de Muret vient compléter le dispositif de la MEX, puisque nous accueillons 6 jeunes à la villa de Muret, et 6 autres jeunes en appartement, soit en colocation, soit en appartement autonome. Alors la question aujourd'hui, c'est en effet vivre en établissement, vivre chez soi, vivre en MEX. C'est une question très complexe pour des enfants qui sont accueillis en maison d'enfants parce que ce sont des enfants qui nous sont confiés par l'autorité judiciaire. Un accueil contraint. Donc du coup, pour ces enfants, en tout cas au départ, c'est une véritable épreuve pour eux. Puisqu'ils sont séparés de leur milieu naturel. Ils ont un chez eux, ils ont des parents, ils ont une école, un club sportif, et donc on soigne énormément l'accueil de ces enfants. Il y a différents comportements, sans être exhaustif, chez ces enfants par rapport à cette question-là d'être chez soi en maison d'enfants. On a des enfants, en effet, ça a été dit tout à l'heure, qui psychiquement, physiquement, ne supportent pas la séparation avec leur milieu naturel, avec leurs parents. C'est extrêmement compliqué et ça a été dit tout à l'heure, on a des enfants qui ont besoin de soins, on a des enfants qui développent des comportements violents, parfois auto-agressifs, hétéro-agressifs, et donc on essaie au maximum de travailler sur le territoire. Alors Miremont, en termes de soins, on n'est pas les mieux dotés, on va dire, mais on essaie de bricoler en tout cas. On travaille avec des IME, avec des ITEP, on travaille avec le CMP d'Autorive.
Et voilà, donc pour ces enfants, c'est quand même assez compliqué. Pour d'autres enfants, ils ont besoin de se poser à l'AMEX. Ils vivent parfois des séparations avec leur famille, mais ils ont vraiment ce besoin-là de se poser à l'AMEX, de se projeter aussi. Et pour eux aussi, ils sont confrontés à un conflit de loyauté avec leurs parents. Et sur cette question-là, on travaille par le biais d'entretiens familiaux. Monsieur Magnier vous expliquera en détail tout à l'heure les entretiens familiaux que nous menons. Voilà, donc l'objectif en tout cas à l'AMEX, plutôt que de parler d'être chez soi pour ses enfants, on va travailler surtout sur la question du vivre ensemble, aménager les choses en termes de PPA, sur la question individuelle, et aussi en termes collectifs, puisqu'on essaie au maximum d'aménager des espaces, on essaie au maximum de proposer des chantiers, des ateliers, et c'est ce qu'on va vous proposer maintenant avec Monsieur Cabanac. Oui, donc en effet, nous avons essayé de réfléchir sur le sentiment de se sentir chez soi en maison d'enfant. Donc, qu'est-ce que c'est ce sentiment-là? Il passe sûrement par plein de choses, comme se sentir bien, se sentir en sécurité, mais également la création de souvenirs. Donc là, sur les images, vous pouvez voir la photo d'avant, c'est le trampoline. Donc ça, c'est la cour de la maison d'enfant. Donc nous avons un espace, la cour qui est un espace commun aux 3 groupes de la maison d'enfants, qui est partagé par les plus grands comme les plus petits. Donc dans cet espace, nous, à une certaine période, nous avons, à travers le sport, mis en place des grands matchs de foot, en fait. Et ça paraît banal, mais durant ces matchs, on a pu constater qu'il se passait beaucoup de choses. Grâce à l'aide des éducateurs qui apportaient une émulation autour de ce moment. Et ça a pu rassembler tous les jeunes de la maison d'enfants et à travers le sport, créer beaucoup de partage et d'échanges. Et ce que les jeunes appréciaient vraiment et étaient demandeurs de cet instant, au final, qui n'était pas forcément inscrit, mais ils demandaient à ce qu'on partage ce moment ensemble. Donc c'est vrai qu'en maison d'enfants, ce qui est très important pour les éducateurs, mais également pour toute l'équipe, les équipes pluridisciplinaires, c'est le partage et le vivre ensemble. Parce que c'est quelque chose qui est primordial. On se doit de se mettre à la même hauteur qu'eux et partager tous ces moments. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. C'est ça en fait, avec des petits riens, avec des espaces comme la cour de la maison d'enfants ou le trampoline, on essaie d'organiser les choses pour que ça devienne, ça fasse culture commune. Et ça semble anodin dit comme ça, mais ça fonctionne bien avec des enfants si tout le monde s'y met. Voilà. Donc du coup, est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît, à la terrasse, à la pergola? Merci beaucoup. Alors du coup, oui, on essaie d'organiser les choses pour que les enfants soient... Alors, si ce n'est pas forcément chez eux, puisque comme je disais tout à l'heure, ils ont chez eux, ils se sentent en effet bien, voilà, c'est notre objectif, hein, qu'il y ait ce sentiment là pour les enfants. Et comme on aménage donc des espaces et des activités dans ce sens-là, on voulait quand même faire un clin d'œil avec les 2 petits-enfants là, qui, on va dire, sont un peu en conflit. Hein, ça, voilà, c'est l'AMEX, c'est ça aussi, hein, ça se dispute, ça discute, on est en désaccord, mais c'est bien là aussi où on est dans le travail, je dirais, parce que ces enfants qui peuvent rentrer chez eux le week-end ou les vacances, il y a ces mécanismes d'aller-retour. Ils arrivent chargés d'émotions en maison d'enfants par moment, et donc voilà, avec les équipes, avec les psychologues, on fait tout ce travail-là autour des émotions. Je voulais vous parler rapidement, pardon, juste, merci, du chantier Pergola que nous avons mené en 2021 avec donc des préadolescents. Donc il y a eu 2 chantiers, il y a eu le chantier Pergola
avec l'association Soul Africa, où les jeunes ont pu participer à la découpe et au montage de la pergola, qui est toujours en place, qui est très bien décorée, qui est mieux décorée là, actuellement que sur la photo. Et nous avons fait un deuxième chantier aussi sur une terrasse, donc qui est venu finalement terminer le chantier. Et c'est un endroit qui est prisé par le groupe des préadolescents, hein, un endroit où les éducateurs et les enfants prennent des repas, et un endroit très sympathique, accueillant. Et je voudrais juste terminer là-dessus. On peut remarquer aussi que lorsqu'on on propose des chantiers aux jeunes, lorsque on fait des chantiers avec les jeunes, on a très peu de dégradation de matériel. Voilà. Et la pergola, depuis 2021, elle n'a pas bougé. Exactement. Il y a une forme d'appropriation de l'espace de la part des jeunes, et c'est vrai que du coup, ils sont beaucoup plus respectueux. Et si on peut mettre l'autre image, voilà celle-ci. Donc ça, c'est la cuisine du groupe Alinéa, qui est le groupe des préadolescents. Donc sur le groupe des préadolescents, depuis 2 ans, nous avons mis en place un atelier culinaire. Donc c'est un atelier qui consiste à ce qu'un jeune se désigne, ou parfois nous le désignons, mais la plupart du temps maintenant ils se désignent eux-mêmes. Donc établir un menu, donc entrée, plat, dessert. Ensuite nous allons faire les courses ensemble, donc il y a tout ce qui est gestion du budget. Et après l'enfant cuisine avec les éducateurs présents ainsi que la maîtresse de maison. Donc il y a l'établissement d'une table, une jolie table, et après nous partageons le repas tous ensemble. Et c'est devenu un rendez-vous aussi, avec pareil, une création de souvenirs. On invite également à chaque, on appelle ça des épisodes maintenant, on est à la saison 3 là. Donc on invite des personnes des services généraux pour l'instant. Donc on a fait tous les services généraux avec comptable, assistante sociale, chef de service. Et là, pour la saison 3, je pense qu'on va penser aux anciens éducateurs qui sont venus travailler à la maison d'enfants sur le groupe, avec qui les jeunes ont eu un lien assez important. Et c'est vraiment un moment de partage et chaleureux, où habituellement, durant les repas, ça peut être long et compliqué parce qu'il y a du bruit, parce que ce pas des moments d'échange, pas souvent au quotidien. Et là, pour le coup, c'est une grande tablée, et on est tous ensemble, et c'est des chouettes moments. Voilà. Juste avant de laisser la parole à Monsieur Magnier, est-ce que vous pouvez revenir juste sur voilà, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Quelques minutes. Alors rapidement, cette pièce, donc ça a été un chantier mené par les éducateurs et le groupe des préadolescents. Voilà. Et donc c'est une salle télé, mais aussi c'est l'endroit où nous faisons des groupes d'expression avec les enfants. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Magnier. Merci. Je vais vous parler de fait brièvement de la clinique du chez-soi, selon 2 approches qui sont soutenues à l'AMEX. La première approche est issue de la systémie de la thérapie familiale, la deuxième approche de la psychanalyse freudo-lacanienne. Concernant l'approche systémique, on s'est rendu compte très vite, parce que je travaille en protection de l'enfance depuis de nombreuses années, que l'enfant placé est soumis à un paradoxe relationnel simple, c'est-à-dire il quitte son chez-soi et là où il arrive, ce n'est pas chez lui, quand bien même les équipes éducatives, selon la loi 2016 de la pourvoyance des besoins fondamentaux de l'enfant, y répondent à l'ensemble des besoins fondamentaux de cet enfant. L'enfant ne peut pas s'inscrire dans un chez-soi. Le deuxième point plus psychanalytique, c'est que, évidemment, je travaille aussi en AEMO renforcé, hein, donc ça je le perçois au niveau des visites à domicile de façon très vivante. Les familles, dès lors que la protection de l'enfance avec ses différents acteurs entre dans leur vie, évidemment, il y a un remaniement des relations familiales et des processus psychiques, de telle sorte que quand l'enfant est placé, évidemment, les enfants comme les parents se questionnent sur le désir énigmatique des gens qui veulent leur bien. Et parfois, la réponse que j'ai pu constater, une réponse assez fréquente concernant les parents comme les enfants, c'est les services sociaux, quels qu'ils soient, nous volent notre enfant. Voilà. Donc on a un traitement énigmatique, d'un côté, des paradoxes systémiques liés au placement, et donc on a un enfant ou un ado qui nous arrive
dans la structure, et on lui propose de pourvoir à ses besoins, et malgré cela, l'attachement et la sensation du chez-soi ne s'installent pas. De surcroît, ça c'est encore l'approche psychanalytique, évidemment, c'est important de mettre l'accent sur une parole qui ne se dit pas pour l'enfant. Je vais donner un exemple, parce que ce matin, on parlait de Jasmine, et comme j'ai travaillé avec des familles adoptantes, je me suis rendu compte que l'enfant, lui aussi, de son côté, doit adopter la famille. Il est comme ça dans la nécessité de prendre une décision d'adoption, et c'est important de lui accorder la parole de qu'est-ce qui t'empêchait d'adopter ces parents-là. Voilà. Et on doit évidemment, en MEX, générer en fait des conditions de possibilité pour que cette parole puisse advenir et être entendue. C'est-à-dire, pas seulement la prise en charge et la contenance de l'enfant et répondre aux besoins, mais entendre cette parole singulière qui, dans bien des cas, ne se dit pas de façon évidente, sinon dans la colère, sinon dans les émotions. De fait, à la MEX, j'ai demandé aux stagiaires psychologues de Master 2, venant de la psychanalyse et du développement de l'enfant, de mettre au point un groupe de parole et un groupe de lecture, surtout d'un texte écrit par Ilyes Loufoque, qui est un ancien gamin de l'ASE et qui raconte en fait son parcours, ses émotions, etc. Et on s'est rendu compte au niveau de l'équipe que ce texte, une fois qu'il est lu, discuté, etc., donnait de la chair en fait à une parole possible pour ces jeunes. Ça, c'était constatable, et les jeunes, du coup, ne boudaient pas ce moment-là, au contraire, ils venaient. Voilà pour la question psychanalytique du traitement d'une parole à entendre. Pour conclure, parce que le temps est... Je vois le regard là à droite. Ok, je fais vite. Alors, du coup, par rapport à ce fantasme, on vole un gamin qui va générer ce qu'on appelle en systémie les conflits de loyauté. On met en place de plus en plus, à partir du DIPC, et à partir des entretiens familiaux qu'on propose dans la mesure où il peut y avoir des autorisations, des DVH pour la famille, on propose des entretiens familiaux pour justement mettre au travail cette réponse. Oui, parce qu'en psychanalyse, évidemment, quand on a affaire à un désir énigmatique, on y apporte une réponse qu'on appelle un fantasme. Évidemment, les services sociaux ne volent pas un gamin, et le gamin qui se sent volé par les services sociaux, c'est une réponse par rapport à quelque chose qui est assez troublant dans leur vie. Donc on met en place ces entretiens familiaux afin que les familles, d'une, puissent être présentes dans la vie de l'enfant et que l'enfant ne se sente pas abandonné, qu'il ne se sente pas déraciné, et que la présence d'un chez-soi soit maintenue. Et évidemment, les entretiens familiaux sont psychoéducatifs, c'est-à-dire qu'on parle du quotidien, de la communication, à la maison, de comment se passent les week-ends, etc., et de la façon dont les parents s'engagent pour répondre aux problématiques des enfants et des adolescents compte tenu de leur développement. Donc il y a tout un ensemble de choses, mais l'une des raisons, c'est vraiment pour favoriser la relation afin que l'enfant puisse se sentir dans une d'espace transitionnel avec la MEX et ne pas se sentir en errance ou déraciné, ce qui conduit à une symptomatologie précise de fugue, etc. Bon, je n'ai pas brossé tout le tableau, vous m'excuserez, il y a beaucoup à dire. Mais là, j'ai terminé. Ouais, super. Pas du tout, pas du tout. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est tout ce que vous avez dit, et c'est aussi de le mettre en parallèle avec les témoignages que vous avez collectés et les petites vidéos que vous avez faites. Peut-être, Pascal, en dire un mot et on les diffuse. Oui, absolument. Alors, juste le dessin juste avant, on a demandé aux enfants, aux petits, 3-10 ans, de dessiner leur maison et la maison d'enfants. Donc voilà, on vous laisse découvrir ça. Et en effet, donc j'ai pu interviewer deux jeunes, une jeune qui est à la villa de Muret et un jeune qui est sur le groupe des préadolescents à Miremont. C'est là où il faut appuyer sur le bouton. Bien, bonjour Laetitia. Est-ce que vous êtes prête là? C'est bon pour vous? Oui, je suis prête. Ok. Allez, donc vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Laetitia, j'ai 20 ans et j'habite au foyer Saint-Joseph et je travaille actuellement au KFC de Portée. Et voilà. L'espace où on range nos serviettes, les draps, voilà, les ventilateurs, aspirateurs. Après, là, il y a la télé, donc l'espace commune, où on regarde des films, des petites séries, voilà. Après, on a l'espace pour manger, donc la salle à manger. Donc, on a une grande table, un tableau où on marque nos services.
Après, on a la cuisine. Donc, on a 2 frigos. Donc, un frigo pour les repas prêts déjà et un frigo pour ranger tout ce qui est en taille. Voilà. C'est là où on fait tous nos repas. Chaque jeune a un jour de repas. Vous êtes combien Voilà, ici? On est 6. 6. 6 jeunes et un éducateur l'après-midi et le matin. Donc là, voilà, on a un petit mur avec des souvenirs, des photos. Voilà. Après, là, on va rentrer dans ma chambre. Donc c'est mon espace où voilà, j'ai mon intimité. J'ai aussi une salle de bain. Ok, merci. Voilà. Bien, donc Laetitia, quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de vivre à la villa? Bah, déjà, les avantages, c'est que j'ai des éducateurs qui sont autour de moi et qui sont assez bienveillants. J'ai des petits, des jeunes avec moi qui sont là pour être mes amis ou pour être là quand ça va pas. Et puis, j'ai aussi une chambre, une salle de bain. C'est assez, je suis assez bien. Et les inconvénients, c'est que je suis un peu loin de tout. C'est-à-dire que je suis un peu loin de Toulouse, je suis un peu loin de mon copain ou je suis un peu loin de, par exemple, mon travail. Et du coup, c'est un peu contraignant avec les transports. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez dire que vous vous sentez plutôt chez vous ici à la villa? En quelque sorte, je sais que c'est un foyer, mais je me sens un peu chez moi. C'est un peu là où je vis, donc là où je rentre le soir, où je mange avec les jeunes, ou sinon je rentre le soir après le travail. On me garde toujours une assiette. Donc oui, je me sens chez moi. Et dernière question, quels sont vos projets après la villa? Mes projets après la villa, c'est d'acquérir une certaine autonomie. Donc d'avoir un appartement, un petit studio, ma vie, voilà, d'avoir un toit, mais chez moi, quoi. Voilà, vraiment chez moi. Un chez vous. Très Voilà. bien, merci beaucoup Laetitia. Peut-être un mot parce que vous avez reconnu Spielberg, hein, qui était Pascal Pello. Mais Laetitia, oui, qui se projette hein, et qui peut dire, puisque quand même elle a avancé en âge et dans le projet, qu'elle est un peu chez elle à la villa. Voilà. Ce qui est peut-être pas forcément le cas pour tous les enfants à la maison d'enfants. la deuxième vidéo, c'est celle que vous avez fait avec Mohamed. Mohamed. Bonjour, je m'appelle Mohamed et je vais vous faire présenter mon foyer où je suis actuellement. C'est notre couloir ici des garçons. Bon là c'est ma chambre, il y a les autres qui sont... Il y a aussi la salle de bain. Où il y a des professionnels qui travaillent. Là maintenant je vais vous présenter la cuisine. C'est ici où les jeunes vont chauffer leurs plats. Pour tout le monde aussi, on peut faire la cuisine chacun son tour dans la semaine. Il y a de la vaisselle, il y a tout ce qu'on a besoin pour l'alimentation. La salle de télé, où tous les jeunes se retrouvent des fois le soir. Ici c'est la terrasse, c'est où l'été des fois quand on veut manger dehors, on peut manger ici. Mohamed, merci beaucoup. Allez, on coupe? On coupe, merci. Allez. Bon, Mohamed, merci pour la visite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît? Je m'appelle Mohamed, j'ai 15 ans. Je suis actuellement à l'Amex de Miremont depuis 1 an maintenant. Et j'ai fait ma scolarité ici. Et en termes de transport, je partais en bus. Je partais en bus le matin, tôt le matin. Je revenais vers le soir vers 18h.
Et je faisais des visites libres, parce que je vais continuer aussi cette année qui va arriver. Je vais continuer mes visites libres. Je vais à la maison de temps en temps. Bon, les vacances, je vais la journée, et la semaine, des fois je fais des visites libres de 1h30. Ça dépend comment l'heure et l'heure de mon bus aussi. Comment je retourne à Amex aussi. Voilà. Et le soir, par exemple, tu fais quoi quand tu arrives à l'Amex? Ben, quand j'arrive à l'Amex, quand je reviens par exemple du bus, eh ben, je vais d'abord poser mes affaires dans ma chambre. Je souffle parce que j'ai passé je passe des journées genre de 8h30 à 17h. Après, je prends mon goûter. Après, je me balade dans toute l'Amex. Je monte surtout dans la cour. Ok. Et, Un peu de devoir, non? de temps en temps. De temps en temps, bon. Et, Ok. Bon, merci. Merci à tous. Émilie? Et oui, merci à tous les trois et à Mohamed et Laetitia à qui vous pourrez aussi transmettre nos remerciements pour avoir apporté leur témoignage. Donc là, on part maintenant à Venerque avec une partie de l'équipe de l'IME Guillem du pôle enfance plurielle. Avec Pascal. Qui nous rejoignent. Pascal Rocher. J'ai pas les noms de tout le monde. Ben oui, je ne sais pas pourquoi on n'a pas applaudi alors que ça méritait quand même des applaudissements. Ah. Il faut tout faire ici, il faut même demander ces applaudissements. Alors, on n'est pas en avance, mais en même temps, on a du temps pour pouvoir déployer un peu ce que vous vouliez exposer. Pascal, merci. Bonjour à tous. Donc, Pascal Rocher, chargé de développement pour l'insertion socio-professionnelle sur le pôle enfance, et ma collègue Claudine Couradi, qui est éducatrice sur un dispositif d'hébergement de l'IME. Je vais vous présenter très brièvement l'hébergement de l'IME Guillem et un petit peu son histoire. Donc, alors, ce qui est important de préciser, c'est que cet hébergement, ce n'est pas le domicile des jeunes que l'on accompagne, mais plutôt un outil pour leur permettre d'accéder plus tard, à partir de 18-20 ans, à un chez-soi. Donc on y travaille beaucoup, le développement de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. On fait en sorte qu'ils s'y sentent bien, qu'ils investissent ce lieu, mais qu'ils ne le considèrent pas comme leur domicile pour pouvoir le faciliter après le passage vers le secteur adulte ou un hébergement de droit commun. En fait, les hébergements de l'IME Guillem, les locaux datent des années 70, mais ils ont bien évidemment évolué au fil du temps, au fil des contextes, des besoins des jeunes, des attentes des familles et des partenaires. Donc aujourd'hui, il s'agit de chambres individuelles. Là, vous avez les photos donc, de ces hébergements qui sont encore utilisés aujourd'hui. Des chambres individuelles, mais par contre des sanitaires collectifs. Voilà. Le dispositif est complété par une lingerie et un service de restauration sur site. Donc au fil du temps, ces hébergements ont évolué. Suite à un partenariat avec un foyer d'hébergement en 2007, nous avons ouvert 8 places. Alors l'hébergement aujourd'hui avait une capacité d'accueil d'à peu près 40-45 lits. Nous avons ouvert en 2008 8 places d'hébergement semi-autonome pour faire évoluer un petit peu le dispositif et faciliter un petit peu l'accès ensuite aux hébergements dans le secteur adulte. L'hébergement, les jeunes peuvent y venir, c'est un hébergement qui est aussi devenu un hébergement séquentiel, donc qui est ouvert du lundi au vendredi. Les jeunes peuvent y venir selon leurs besoins, 1 à 4 fois par semaine, voilà, sur leur emploi du temps et leur projet d'accompagnement. Ensuite, il y a eu, alors on a jusqu'en 2023, on parlait de l'internat filles et de l'internat garçons. Et en 2023, l'hébergement est devenu mixte. Voilà. Donc c'est tout récent,
Mais ça a été mené, ce travail, avec des retours que nous faisaient nos collègues du secteur adulte, voilà, où quand les jeunes partaient en stage, ils se retrouvaient sur des hébergements mixtes. Et si on n'avait pas travaillé en amont cette question-là, ça pouvait être assez compliqué, voilà, sur le stage. Du coup, on a travaillé ça avec eux, avec des foyers de vie, des foyers d'hébergement, des foyers jeunes travailleurs, pour essayer d'intégrer cette mixité dans nos fonctionnements. Et c'est effectif depuis 1 an et ça se passe très très bien. Ensuite, cet hébergement, il va continuer à évoluer puisque dans le cadre d'un projet de redéploiement, un nouvel IME est en construction à Muret. Il y aura aussi un IME à Labarthe-sur-Lèze qui viendra compléter l'offre d'hébergement. Donc forcément, des nouveaux locaux. On a beaucoup travaillé avec les professionnels, les jeunes accompagnés, les familles, les partenaires sur ce projet pour qu'il soit le plus adapté possible et qu'il réponde vraiment aux besoins des jeunes aujourd'hui. Donc on va y trouver des espaces de ce qu'on appelle de co-living, où les jeunes pourront être en colocation, entre guillemets, sur un espace partagé avec des kitchenettes, comme vous pouvez le voir là sur les photos. On a un appartement là avec une cuisine, des sanitaires qui seront tous des sanitaires individuels, que ce soit une chambre individuelle ou un espace de co-living, les sanitaires seront individuels. Il y aura des espaces aussi partagés, une lingerie, des espaces d'apaisement, des logements dédiés avec une capacité d'accueil d'un peu plus de 30 places sur Muret. Voilà un petit peu pour l'histoire des hébergements et je vais laisser la parole à Claudine qui va vous présenter une soirée type sur l'hébergement semi-autonome. Bonjour. Donc, l'hébergement semi-autonome fonctionne sur le même principe que l'hébergement collectif, c'est-à-dire que les jeunes peuvent être là 4 nuits comme une nuit. Souvent, avant d'entrer à l'hébergement semi-autonome, les jeunes que l'on pressent un petit peu pour aller vers plus d'autonomie sont invités sur des soirées, font des essais. Voilà, passe la soirée avec ce groupe-là et ensuite est discuté lors du PIA du jeune, à savoir s'il passe ou pas sur l'hébergement semi-autonome. Il faut savoir que les professionnels sont là de 16h à 21h, donc ils ont une partie de la soirée où ils sont seuls. Voilà. Même si, en cas d'urgence ou de besoin, ils peuvent se solliciter le professionnel qui travaille sur le collectif. Lorsqu'un jeune rentre à l'hébergement semi-autonome, il signe, entre guillemets, un petit contrat de location, un contrat d'engagement à tenir la chambre propre, à ne pas avoir de dégradation. Et s'il donne aussi une petite caution pour la remise des clés de sa chambre. Les axes principalement travaillés sont l'élaboration des repas, un travail sur l'équilibre alimentaire, sur la gestion du budget, parce qu'on essaie d'avoir une somme limitée et ne pas trop dépasser. Donc voilà, de faire de la cuisine simple, mais quand même équilibrée. Travail sur l'anticipation du petit déjeuner, parce que le matin, il n'y a pas de professionnels, donc ils doivent se préparer le petit déjeuner et avoir tout ce qu'il faut pour le faire. L'anticipation aussi des repas du mercredi soir, parce que le mercredi soir, il n'y a pas non plus de professionnels, donc là, ils sont en complète autonomie sur la soirée. Et c'est un travail aussi autour de la gestion de leur chambre, du linge, parce que les jeunes se lavent eux-mêmes leurs affaires personnelles. Le travail aussi sur l'autonomie dans la prise des traitements, parce qu'il y a des jeunes qui prennent des traitements. Et un travail est fait aussi sur la gestion des temps libres, de la solitude. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi, quand les jeunes vont en structure adulte, souvent, ils ne savent pas occuper leur temps libre. Souvent, les retours qui nous sont faits, c'est les jeunes sollicitent beaucoup les éducateurs. Donc c'est vrai que sur l'hébergement autonome, on est là avec eux, un accompagnement, mais
on essaie aussi de se mettre le plus en retrait possible pour les laisser faire et voir comment ils arrivent à gérer tous ces temps-là. Et un travail aussi sur l'hygiène de vie, hein, notamment les heures de sommeil, parce que contrairement aux jeunes qui sont sur du collectif, ils ont accès à leur portable tout le temps. Et des fois, ça peut être un petit peu compliqué dans la gestion. Voilà. Ensuite, ils ne sont jamais totalement seuls parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'éducateur qui travaille sur le collectif et il y a aussi le veilleur de nuit qui est principalement pour le collectif, mais il peut intervenir aussi avec les jeunes du semi-autonome. Voilà. Merci beaucoup. On leur donne la parole. Vous avez fait des petites vidéos, hein, Florence? On n'est pas au niveau de M. Spielberg, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais on a fait... en fait, on voulait mettre... des personnes accompagnées dans les ateliers, alors c'était pas facile, et donc on a fait des vidéos. Alors c'est pas magique, mais en tout cas je crois que les témoignages sont intéressants. Peut-être appuyer sur le bouton. Ah, oula. Bonjour Corentin, peux-tu me dire où tu dors à l'IME? Je suis au semi-autonome à l'IME à Venert. C'est une chambre pour moi, tout seul. Toute jeune a sa propre chambre. Et où tu manges le soir? Dans une salle, ça s'appelle l'ESF. On fait notre propre repas pour nous, avec un éducateur, d'autres jeunes. Et est-ce que tu dors toute la semaine à l'IME? Non, je dors 3 nuits par semaine, le lundi, mardi, mercredi. Et quand tu dors à l'IME, tu travailles quoi? Je travaille le repas pour m'apprendre plus tard. Je m'apprends aussi à apprendre à faire la lessive, à nettoyer ma propre chambre aussi. Et tu te prépares à quoi? Pour plus tard. Pour plus tard, parce que tu vas aller où plus tard? Dans un ESAT. Oui. Et tu dormiras où pour l'instant, tu sais? Pour l'instant, je ne dormirai pas à l'hébergement, je rendrai tous les soirs chez moi. D'accord. Donc là, tu prépares ton projet de vie. Et donc, ton hébergement au semi-autonome, ça fait partie de ton projet. Et c'est inscrit dans ton projet, dans ton PIA? Oui. Oui, c'est un objectif de travail. Et tu te sens bien? Oui. Oui. C'est important pour toi, ce temps d'hébergement au semi-autonome? Oui. Ok. Je te remercie, Corentin. Bonjour, Peter. Peux-tu me présenter ton hébergement à l'IME? Je suis au foyer haut à l'hébergement. J'apprends à faire à manger, le ménage, pour la serpillière, ça c'est avec. Et tu as ta propre chambre? Oui, j'ai ma propre chambre, seule bien sûr. Après voilà. Et tu y restes toute la semaine? Non, j'y reste le lundi et le mardi. Ok, et qu'est-ce que tu y travailles sur ces temps-là, l'hébergement? Sur ces temps-là, quand on apprend à faire les courses, qu'on apprend aussi le budget, combien que ça nous coûte les courses, tout ça, parce que ça c'est important quand même. Et après, voilà. Et ça te prépare à quoi? Que ça me prépare pour ma future avenir professionnel. C'est quoi ton avenir? Alors moi c'est donc moi que juste après quand je quitte l'IME, c'est pour aller dans une entreprise qu'adaptée. Ok. Et au niveau de l'hébergement, quand tu seras parti de l'IME, tu voudrais vivre où? Pour l'instant que je sais pas. Parce que là, je suis encore en train de me poser des questions de ça. Et donc là, l'hébergement de l'IME, ça te permet de te préparer? C'est ça. Ok. Et ça marche? Oui. Tu te sens plus autonome? C'est ça. Et tu veux continuer sur cet hébergement, c'est important pour toi? Oui. Ok, merci Peter. Là. Bonjour Nicolas, peux-tu me présenter l'endroit où tu dors? Je dors à IME, au semi-autonome. Le soir, on fait les courses. Et après, aussi, on fait le lit. Et aussi on fait le repas, l'entrée, le repas et le dessert. Tu as une chambre pour toi tout seul? Oui, j'ai une chambre tout seul. Ok.
Elle est bien cette chambre? Oui, elle est bien là. Ok. Tu dors toute la semaine à l'IME? Non, je dors le lundi, mardi et mercredi pendant le sport adapté et jeudi soir. Et pourquoi tu es à l'hébergement du semi-autonome? Qu'est-ce que tu y travailles? Pour mon projet de vie. Et c'est quoi ton projet de vie? Avoir un hébergement tout seul ou soit aller en ESAT ou au foyer de vie. Et c'est pour bientôt? C'est pour bientôt, oui. Ok. Je te remercie, Nicolas. Oui. Merci beaucoup à ces jeunes et à Florence. Merci. Donc ces deux présentations, celle de l'AMEX et celle de l'IME, nous montrent effectivement nous montrent l'accompagnement qui est proposé à ces jeunes et comment ça leur permet de se projeter dans l'avenir, dans leur future vie, on a entendu, et peut-être aussi dans le lieu où ils ont envie de vivre plus tard. On accueille donc maintenant Pierrick du FAM de Bordeneuve, foyer d'accueil médicalisé du pôle Pousignès-Bordeneuve. Si tu veux, je viens m'asseoir près de toi. Ouais, ça fait un peu vide. Voilà. Hein, on va venir à côté de toi. Un peu impressionnant quand même. Regarde, ça va aller mieux, même si j'ai rien à dire. Donc bonjour, Pierrick Dubois, donc, je suis responsable du foyer d'accueil médicalisé de Bordeneuve. On accueille 40 résidents à temps complet, c'est leur lieu de résidence, donc ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Ça veut dire qu'il y a les fêtes de Noël. À part ça, des fois, ils partent aussi en vacances. Ils ont le droit, comme vous, comme tout le monde. Et c'est vraiment chez eux. Avant de continuer mon propos, je pense que c'est le moment de leur laisser la parole. Parce que, comme tout le monde, on a fait notre petit film. Et puis, je reviens avec vous après. Oui, en plus, il y a du niveau, là, en termes de film, là. Tout. À la résidence, j'adore tout le monde. C'est vrai que c'est bien. Eh bien, de la télévision, des activités, me promener, tout. Et aller plus loin encore. Je me plais beaucoup parce qu'ici, on peut aller au village, on peut aller se promener, on a un peu la liberté et j'aime bien être ici. Ah oui, je suis chez moi, partout. Je me sens bien partout. Chez moi? Eh bien, chez moi, c'est Saint-Étienne. Ah, mais c'est à Bordeneuve. Pas trop long quand même, parce que je préfère avoir ce que j'avais dit, un studio. Dans la résidence, comme ça, je pourrais faire ce que je voudrais inviter. Je voudrais inviter pas mal de personnes aussi. Voilà. C'est important parce que je voudrais faire ma cuisine, tout ça, et puis inviter pas mal de, comme ma famille d'accueil et tout ça. Voilà. Depuis 1999, ouverture, de 1999. Oh, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 25 ou 26 ans que je suis. Ça fait 8 ans que je suis à Bordeneuve, déjà. Ouais. Mon premier souvenir, c'est l'accueil qu'il y a eu, le cadeau que j'ai eu, et que tout le monde m'ait entouré et tout. Ça, j'ai aimé. Le lit, l'armoire et l'appareil pour me lever. Dans ma chambre, il y a de tout. Il y a mon lit, il y a mon meuble que je fais des fois les pêle-mêle. Oh, il y a de tout. Je fais des photos, je les colle, je lis, j'écoute de la musique, Mais je sais déplacer, mais je ne sais pas ranger. Eh
ben, il y a un lit, il y a une armoire, une table de nuit, un fauteuil pour se relaxer. Voilà. Dans ma chambre, je suis bien, mais j'écoute la musique. Et après aussi, je tricote. Voilà. Il y a la grande télé, il y a mon petit, comment ça s'appelle, mon petit poste rouge. Et j'ai la télé aussi, je la regarde. Je vais vous présenter ma chambre, s'il vous plaît. Je viens vous visiter ma chambre. Voilà, ça c'est mon studio, voilà. La cuisine ici, là. À la cuisson, voilà. Je souhaite un bon anniversaire à l'Arcea. Voilà, bon anniversaire à l'Arcea. Un bon anniversaire, oui, l'Arcea. Oui. Voilà, je vous remercie. Oui. Bon, je souhaite à tous bon 80 ans à tous. Ce qui était important, c'était de montrer un peu leur quotidien, de voir qu'il y a des chambres, il y a des studios. Il y a une résidente qui vous dit moi je suis pas bien là, je voudrais avoir un studio. Depuis, elle a son studio, elle fait une crémaillère, et c'est ça la vie, c'est ça vivre en institution. Il y a l'espace commun, mais que ça reste quand même chez eux. Ils ont leur espace privé avec leurs meubles. Sur les vidéos, quand on fait la visite, on n'a pas demandé à ranger la chambre. J'ai pas demandé à ce que c'est comme ça. C'est la vie comme chez vous en fait. Et le principal, c'est qu'ils se sentent chez vous. La résidence, elle est aussi ouverte. Les résidents ont le droit de partir. Il y a une grosse inclusion. L'inclusion, c'est pas être invité à aller au bal, c'est être invité à aller danser au bal. Ils sont au club du 3e âge, ils sont invités par le village, tout le village les connaît. Et c'est important pour nous, pour toute l'équipe, pour tous mes collègues, de faire vivre ça et nous le rendre bien, je crois. Voilà, j'ai la chance d'avoir une grosse équipe qui est là tout le temps pour eux. Et ouais, c'est un peu la vie institutionnelle comme on rêverait d'avoir avec les parties, les côtés intimes. Voilà. On est... Juste pour finir, la résidence, elle a 3 ailes. Donc, on a une partie qu'on a dédiée un peu plus à l'autisme. Donc, on a formé les équipes, on a équipé, on a fait plein de travaux pour pouvoir répondre à toutes les personnes TSA. Et les 2 autres, c'est plus commun autour de la psychiatrie, on va dire, au sens large. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Merci Pierrick. Les questions, ça sera à la fin. Mais restez sur scène. On va rester peut-être, si ça vous embête pas, Pierrick, de vous décaler. Et on va accueillir Madame Petit, Madame Brière de Lille, Madame Curto, Madame Herman et Gilles Olivier Brière de Lille, que je remercie très sincèrement d'être présent. Alors je pense qu'il faudra passer par ici. Ça sera carrément plus simple. Madame Curto, elle saute. Des fois, elle tombe. Et merci beaucoup d'être présent. On va vous Émilie, peut-être. Excuse-moi. Moi là, j'ai plus rien à dire. Pardon. Je crois que tu as tout dit. Pardon. Donc, on va les laisser s'installer. Et peut-être un mot sur le dispositif Tempo, qui est donc un dispositif au pôle adulte 31. Un dispositif qui est récent. Alors, je n'ai pas tout à fait en tête la date. 2 mois ? 2 ans. 2 ans. Bon, c'est des récents quand même, 2 ans. Septembre 2023. Mais le temps passe vite, en fait. Voilà, je vous laisse la parole.
Donc, Nathalie Curteau, donc je suis la responsable de ce dispositif, donc, qui se situe à la Masse Les Marronniers sur CP. Donc, les prestations en milieu ordinaire. Alors, je reprends. Donc, ce dispositif, c'est des prestations en milieu ordinaire sur 2 jours en accueil sur la Masse et 2 demi-journées à domicile, où donc, les éducateurs se rendent à domicile pour un accompagnement des personnes. Nous avons la possibilité aussi de leur proposer un hébergement d'accueil temporaire pour soulager les aidants. Vous pouvez passer. Voilà, donc c'est une solution mixte entre les deux. On essaie de respecter au maximum le choix de la personne accompagnée. On travaille avec les aidants, les familles, pour construire le projet personnalisé de la personne. Voilà. Et nous avons aussi une mission d'articulation avec les professionnels qui peuvent aussi intervenir à domicile en dehors de nous. Donc nous pouvons intervenir sur 30 km aux alentours de CP ou 30 minutes maximum pour éviter qu'il y ait trop de temps de transport pour la personne accompagnée, notamment quand elle vient sur l'établissement. Donc le public, c'est pour les jeunes adultes, souvent sur des amadouements cretons. On essaie de travailler sur un projet durable, mais après, comme tout un chacun, c'est un projet de vie, donc il peut aussi être modifié. Donc il faut que la personne, évidemment, elle ait un domicile familial avec un aidant, la famille, peu importe, qui puisse aussi prendre le relais quand nous ne sommes pas là. Donc l'accompagnement, il est construit vraiment avec les aidants. Je pense qu'on travaille vraiment avec eux et encore plus qu'en établissement. Et nous avons donc une équipe pluridisciplinaire où il y a une psychologue, un infirmier coordinateur, des AES, une éducatrice spécialisée avec une mission de coordination du dispositif qui est là, Madame Herman. Voilà. Donc sur les prestations, nous pouvons proposer des activités, mais autour du domicile. C'est vraiment le cœur de notre accompagnement. Donc des activités culturelles, sportives, voilà. On ajuste au fur et à mesure le projet, puisque là on débute avec les personnes, donc on apprend à les connaître et au fur et à mesure on modifie leur accompagnement aux besoins suivant leurs besoins en fait. Voilà. Et Madame Herman est là aussi pour faire la coordination avec les intervenants, mais ça je l'ai déjà dit je crois. Et le soutien aux aidants. Peut-être des témoignages voilà. Des personnes qui sont à la table ronde. Mesdames, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Bonjour, en fait, nous, on n'a pas fait de vidéo, mais on va faire du coup une interview. Mais c'est génial, trop bien. Donc, mesdames, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert ce dispositif? Madame Brière. Alors, c'est à la suite d'un long parcours, c'est-à-dire que avec toutes les difficultés qu'on a eues afin de trouver un centre pour Gilles Olivier, mon fils, on a fait appel à la MDPH, on a fait l'objet d'un groupe opérationnel de soutien, un GOS, et au final, on est tombé sur ce nouveau dispositif qui nous convenait vraiment totalement dans la mesure où, il y a quelques années en arrière,
Gilles Olivier était dans un foyer de vie, mais du fait des problèmes de santé, ce n'était plus adapté pour lui. Et puis, c'était vraiment très loin du domicile familial et il était externe. Donc, c'était vraiment un gros problème pour lui. Et du coup, avec ce nouveau dispositif, on avait l'impression que, bon, en fait, il avait été conçu pour nous. Donc, du coup, Gilles Olivier demandant à être, bien sûr, dans une ambiance familiale, à domicile, enfin et tout. Il avait aussi à cœur d'être avec des éducateurs, pouvoir partager des choses à l'extérieur, comme il aime bien se promener, voir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Donc, il a eu cette possibilité-là. Et honnêtement, nous adhérons totalement. Alors moi, c'est le même parcours que madame, sauf que pour moi et ma fille Léa, nous n'adhérons pas à ce dispositif, mais je n'ai pas eu d'autre choix, c'est-à-dire que c'était soit accepter ce dispositif, soit n'avoir aucun accompagnement, autant pour ma fille que pour moi-même. Donc, par dépit, j'ai accepté le système, quoi. Enfin, voilà. Et c'est pas facile parce que ma fille, qui sort de l'IME de Colomiers, accueil de jour, partait le matin, rentrait le soir, du lundi jusqu'au vendredi, et là, d'un seul coup, elle va à la masse que le lundi, que le jeudi, enfin, pour elle, que le lundi, que le jeudi, et les autres temps, donc Magali vient le mardi pour l'amener au club de sport. Sa collègue Marjorie vient le vendredi matin pour faire des temps de zen, aller se promener, aller voir les chevaux et tout. Mais le reste du temps, elle ne comprend pas pourquoi tous les jours, elle ne se lève pas pour aller à la masse. Donc ça, c'est très, très compliqué parce que elle est devenue très agressive, surtout envers moi. Parce que pour elle, c'est de ma faute. C'est pas la faute de Madame Courteau, c'est pas la faute de Magali, c'est de ma faute. Donc elle est très agressive, ça se passe très très difficilement. Elle peut être agressive même envers elle-même. Hein. Donc nous vivons des moments depuis le mois de mars très compliqués. Alors j'espère que voilà, il y aura une ouverture pour un accueil de jour. Même si je trouve l'avantage du dispositif, c'est que, comme Léa n'est pas verbale, les éducs qui viennent à la maison peuvent retranscrire ce qu'elle est capable de faire ou pas faire. Voilà, après le reste, bon. Merci. Gilles Olivier. Je pense qu'au niveau des attentes, du coup, vous avez à peu près répondu. Est-ce que Gilles, tu es d'accord pour répondre à des questions ? Oui. Tu veux bien prendre le micro et parler dans le micro ? Gilles, tu viens 2 jours par semaine à la masse, pardon. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais quand tu viens à la masse ? Avec Benoît, par exemple. Enfin, une image. Oui, on vous découper des images, des pictogrammes. Et puis le but de cas. Et puis, des fois, tu prends le bus pour aller te promener, c'est ça ? Un peu le but de ça, c'est ce qui se passe à la masse. Je pense aussi que comme tu es un peu gourmand, de temps en temps, qu'est-ce que tu peux faire à la masse ? Des gâteaux. Oui. Et parfois, il y a Marjorie qui vient te voir à la maison. Et parfois, c'est moi. Avec Marjorie, qu'est-ce que tu peux faire ? Vous allez boire un pot, oui. Ouais. Et avec moi ? J'ai dit des clés de voiture. On peut aller à la casse chercher des clés de voiture parce que t'adores les clés de voiture, c'est ça ? Ouais. Mais sinon, on peut aller aussi à la médiathèque pour louer des DVD. Ouais. Est-ce que ça te plaît ? Oui. Ça te convient ? Oui. Que tu adores les clés de voiture. Merci Gilles. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Restez là.
Parole à la salle. Parole à la salle. Des On avait dit questions. tout à l'heure, on n'avait pas le temps. Désolé. Mais là, on a encore un peu de temps pour S'il y a pouvoir... des questions, des remarques, des ressentis. Ben allez-y. Ah, pardon, si je vous amène pas le micro, ça marche pas. Ben, je m'appelle Virginie Deveau. Je suis au Catalpa. Voilà, ça fait 2 ans. Et je voulais vous demander, par rapport aux filles qui sont passées, c'est quoi leur nom, tout ça? Alors, je ne vous dirai pas leur nom, mais c'est des résidentes qui sont là depuis longtemps, qui certaines viennent de l'extérieur. Certaines étaient déjà sur le pôle de Pouzinès parce qu'elles étaient à l'ESAT. Donc voilà. Alors peut-être que vous en connaissez certaines. Alors, nous, l'accueil qu'on a sur le foyer d'accueil médicalisé, vous avez beaucoup entendu parler des secteurs enfance. Nous, on est vraiment sur de l'adulte. Donc, on accueille les résidents. L'agrément, c'est 21 ans et on peut aller jusqu'à la fin de vie. Donc, c'est vraiment un accueil qui est très long. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus leur lieu de résidence et où ils se sentent chez eux. J'avais oublié de préciser, nous aussi, on a fait des accompagnements éducatifs, on a des projets éducatifs, et je trouve que c'est important aussi que ça ne s'arrête pas quand c'est à l'enfance. On parlait du passage de l'enfance à l'adulte dans le secteur. On a mis en place une chambre temporaire, d'accueil temporaire, pour aussi permettre à ces enfants... Moi, je suis éducateur de formation et je travaille chez les adolescents. Et c'est vrai que la marge qu'on demande aux jeunes que vous utilisez et nous aux résidents, elle est énorme. On passe rien qu'en termes d'encadrement, c'est pas le même et c'est normal parce que c'est des adultes. Donc en fait, c'est tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour permettre de faciliter cet accueil, cette intégration pour que tout se passe bien. Donc voilà, on continue les PP qui sont faits chez les enfants. On a la chance sur Pouzinès Bordeneuve d'avoir un centre d'activité qui permet d'avoir une proposition, une offre d'activité. Alors l'activité, je mets bien en sens activité, pour répondre à des besoins. C'est pas juste de l'occupationnel. Donc c'est ce qui copie un petit peu, alors à moindre mesure, mais ce qui peut se passer par exemple dans les structures en France telles les IME. Voilà. D'autres questions? D'autres dans la salle? Oui. Alors moi, je suis Benyamina Fouzia, éducatrice à la MEC Saint-Joseph. Et je me posais la question par rapport à la dame qui évoquait sa fille, pourquoi l'accueil n'était pas peut-être quotidien, voire permanent, si c'était faute de place ou ou c'était par rapport au projet en fait? Non, l'accueil de jour est au complet. Donc, on a proposé à Madame Petit ce dispositif pour pas qu'elle ait rien, puisque sinon, à la sortie de l'IME, il y avait du rien. Donc, ça lui permet quand même d'être un petit peu soulagée. On va essayer de mettre un accueil temporaire aussi assez rapidement, dès que l'on peut. Voilà, on est au travail avec Madame Petit, je pense quand même. Enfin, pas au quotidien, mais enfin, si, au quotidien. Voilà. Non, pas de questions? Pas de questions. Merci. Pas de questions. Ben, merci beaucoup. Ah, si. Bah oui. Alors, pour les gens qui nous regardent à distance, je vais refaire votre question parce que vous ne voulez pas le micro. Le délai d'attente pour entrer à la masse? Alors, à la masse, je ne peux pas vous dire, honnêtement, je ne le sais pas. Sur le dispositif, là, on est au complet sur les 4 places que nous avons. Voilà. Et au foyer, c'est difficile de répondre aussi. Comme je vous dis, c'était la fin de vie. Donc les places qu'on a, c'est principalement la fin de vie ou des réorientations. Parce que selon les projets de vie des résidents, il y en a certains qui décident de se rapprocher, par exemple, ils sont loin de leur famille. Donc ça, c'est tellement aléatoire. On a une liste d'attente comme tout et tout un process d'intégration. Merci beaucoup. Bon appétit. Écoutez les discours. Merci aux intervenants. Merci aux familles. Merci beaucoup. Merci Madame Petit, Madame Lise Brienne et merci Gilles Olivier. Merci beaucoup.